Imaginez, vous êtes photographe, votre doigt est sur le déclencheur et sans le savoir, vous êtes sur le point de capturer un moment qui va traverser les décennies. C'est exactement ce qui est arrivé aux 3 photographes dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est certain que vous connaissez leurs photos puisqu'elles font partie des plus iconiques du XXe siècle. On est en décembre 1984. L'Afghanistan est en guerre depuis 5 ans déjà. L'Union soviétique a envahi le pays soi-disant pour aider le gouvernement et des milliers d'Afghans fuient vers le Pakistan pour échapper aux bombardements et à la violence. Steve McCurry a 34 ans, c'est un photojournaliste américain pour National Geographic et il connaît bien cette région. 3 ans plus tôt, il avait réussi l'exploit de se faufiler clandestinement en Afghanistan, déguisé en local, et ses images du conflit lui avaient valu la prestigieuse médaille Robert Capa. Cette fois, le but de McCurry, c'est de documenter la vie dans les camps de réfugiés afghans installés le long de la frontière avec le Pakistan. Ici, des dizaines de milliers de personnes s'entassent dans des conditions inhumaines, sans électricité ni eau courante. Avec son fidèle Nikon FM2 et son objectif Nikkor 105 mm f2.5, il visite plusieurs camps pour effectuer son reportage jusqu'à arriver au camp de Nazirbag. McCurry y passe la journée, il fait ses prises de vue et au bout d'un moment, il entend des voix d'enfants dans une tente, donc il décide de s'en approcher. Quand il arrive devant, il découvre qu'il s'agit d'une école de fortune et qu'une quinzaine de jeunes filles afghanes y suivent leurs cours, assises par terre. Et c'est là que McCurry remarque au fond de la tente une jeune fille d'une douzaine d'années et il y a quelque chose dans son regard qui le fascine instantanément. Le photographe s'approche doucement, mais dès qu'elle comprend qu'il veut la photographier, la jeune fille cache son visage avec ses mains. L'institutrice intervient en expliquant à la jeune fille que c'est important qu'elle montre son visage pour que le monde connaisse leur histoire. La jeune fille accepte, McCurry charge alors un film Kodachrome 64 dans son Nikon FM2, elle fixe directement l'objectif, sans sourire, sans poser, et il déclenche. Cette photo, vous la connaissez tous, mais elle a failli rester dans l'oubli. De retour aux États-Unis quelques semaines plus tard, McCurry développe ses photos dans le laboratoire de National Geographic. Quand il voit cette image sur sa table lumineuse, il sait immédiatement qu'il tient quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, l'éditeur photo du magazine n'est pas de cet avis, il trouve la photo trop dérangeante. McCurry insiste, et pour trancher, ils décident tous les deux d'aller la présenter au rédacteur en chef. Le lendemain matin, ils entrent dans son bureau et dès que leur chef pose les yeux sur la photo, il se lève en disant « Voilà notre prochaine couverture ». En juin 1985, la photo fait la une de National Geographic. Elle devient rapidement la couverture la plus connue de l'histoire du magazine. Cette image, qu'on surnommera Afghan Girl, fait le tour du monde en quelques semaines. Mais il y a un problème, personne ne connaît son nom. Cet anonymat hante McCurry. Pendant des années, il se demande qui elle était, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle a survécu à la guerre. Il retourne d'ailleurs plusieurs fois sur place pour essayer de la retrouver, mais sans succès. En janvier 2002, 17 ans après la photo, McCurry retourne à nouveau en Afghanistan avec une équipe de National Geographic et ils sont bien décidés à retrouver la jeune femme. Les premières semaines sont décourageantes. Dès que la nouvelle de leur recherche se répand, des dizaines de femmes prétendent être la fameuse Afghan Girl, espérant sûrement une récompense financière, mais aucune ne correspond vraiment. Un jour, un homme se présente à leur campement, il dit avoir grandi dans le camp de Nazirbag en même temps que la jeune fille de la photo, il leur dit qu'elle s'appelle Sharbat Gula et elle vit isolée dans un village montagneux. L'équipe accepte de le suivre, le voyage est long, ils se retrouvent même à attendre 3 jours dans un village de montagne et puis un matin, une femme d'une trentaine d'années voilée de noir apparaît. McCurry reconnaît directement ses yeux verts, elle s'appelle bien Sharbat Gula. Orpheline à 6 ans après la mort de ses parents dans un bombardement soviétique, elle avait fui à pied vers le Pakistan avec sa grand-mère et ses frères et sœurs. Elle a ensuite été mariée à un boulanger quand elle était adolescente et a donné naissance à 4 enfants dont un n'a malheureusement pas survécu. McCurry lui montre la photo qui l'a rendue célèbre dans le monde entier et c'est la première fois qu'elle la voit. Ils en profitent d'ailleurs pour faire une nouvelle photo et National Geographic finance des soins médicaux pour elle et sa famille ainsi qu'un pèlerinage à la Mecque. L'histoire de Sharbat Gula ne s'arrête pas là. En 2016, elle est arrêtée au Pakistan pour possession de faux papiers d'identité. Elle est alors renvoyée en Afghanistan, puis en 2021, quand les talibans reprennent le pouvoir, elle demande l'aide de la communauté internationale. L'Italie lui offre l'asile et elle vit aujourd'hui à Rome avec ses enfants. Une chose est sûre, le regard vert de Sharbat Gula a marqué le XXe siècle. On va maintenant passer à la deuxième photo. Celle-là, je crois que je l'ai découverte au collège dans un livre d'histoire géo. En tout cas, elle est super connue et très impressionnante.
Juste avant, il faut que je vous montre comment j'ai animé les dessins que vous avez pu voir en utilisant Artlist qui est le partenaire de cette vidéo. Artlist, on ne les présente plus, c'est la plateforme ultime pour les vidéastes et créateurs de contenu et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur outil de génération d'images et de vidéos avec l'IA. Alors dans un premier temps, j'ai généré tous les dessins avec la fonction Image to Image en important le style que je voulais et en écrivant un prompt qui honnêtement est assez simple. D'ailleurs, pour info, leur système de génération est basé sur le dernier modèle de Google, Nano Banana. Ensuite, pour les animer, j'ai utilisé la fonction Image to Video. J'ai choisi le modèle Lite parce que j'en avais beaucoup à générer, mais pour aller très loin, on peut aussi choisir Google VO3 qui est excellent et qui permet aussi d'avoir du son. Suivant les dessins, j'ai choisi 5 ou 10 secondes, je me suis mis en 1080p et j'ai lancé la génération. Franchement, le résultat est très convaincant. J'ai généré une cinquantaine de vidéos comme ça et dans 80% des cas, la première version était la bonne. En tout cas, si vous voulez tester Artlist, sachez que vous pouvez le faire gratuitement, je vous mets le lien en description et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, il est maintenant temps de vous parler de la deuxième photo qui a marqué le XXe siècle et je suis sûr que ça va vous étonner, mais c'est une des photos les plus vendues au monde. On est le 20 septembre 1932 et l'Amérique traverse la pire crise économique de son histoire. 3 ans après le krach boursier d'octobre 1929, un quart des Américains sont au chômage, des millions de familles ont perdu leur maison et leurs économies. Mais à New York, au cœur de Manhattan, un projet titanesque défie la crise, la construction du Rockefeller Center. C'est l'un des rares chantiers qui continue malgré la dépression, offrant du travail à des milliers d'ouvriers. Charles Ebbets a 27 ans, c'est un photographe né en Alabama, il est passionné par beaucoup de choses, malgré son jeune âge il a déjà été pilote, cascadeur, lutteur et maintenant il se consacre à la photographie qui est une de ses passions depuis qu'il est tout petit. En tout cas ce jour-là, il est mandaté par le Rockefeller Center pour une mission particulière. L'objectif n'est pas de faire du photojournalisme classique, mais de réaliser une série de photos promotionnelles pour faire la publicité du Rockefeller Center. Parce que même en pleine dépression, il faut vendre du rêve, montrer que l'Amérique continue de construire. En ce mardi 20 septembre 1932, Ebbets grimpe jusqu'au 69e étage du futur gratte-ciel. À cette altitude, on voit tout New York, le vent souffle fort, la structure métallique vibre sous ses pieds. À cette époque, les conditions de sécurité sur les chantiers n'ont rien à voir avec aujourd'hui, pas de casque, pas de harnais, pas de filet de protection. Les ouvriers qui construisent ces gratte-ciels sont principalement des immigrants irlandais et italiens qui sont venus chercher du travail dans une Amérique en crise. Pour eux, ce chantier c'est une chance inespérée d'avoir un salaire quand des millions d'Américains n'ont plus rien. Vers midi, Charles Ebbets a une idée, il demande à 11 ouvriers de faire leur pause déjeuner directement sur une poutre en métal suspendue au-dessus du vide. Comme ils sont habitués à ça, les hommes sortent leur sandwich, leurs cigarettes et ils s'installent tranquillement à 240 mètres au-dessus du sol sans aucune sécurité. De son côté, Ebbets va aussi prendre des risques puisqu'il se positionne en équilibre sur une autre poutre métallique. Il est habitué aux cascades et aux sports extrêmes donc ça va, mais le moindre faux mouvement peut être fatal. Il fait son cadrage et il déclenche. La photo est impressionnante, elle donne le vertige, et comme il sent qu'il est sur une bonne piste, il propose d'autres idées aux ouvriers. Ensemble, ils réalisent une série de photos impressionnantes qui va bientôt entrer dans l'histoire. Le 2 octobre 1932, la photo paraît dans un prestigieux journal new-yorkais. D'ailleurs, la direction espère que cette image extraordinaire va attirer l'attention sur le nouveau gratte-ciel. L'effet est immédiat, cette photo qu'on va rapidement surnommer Lunch Atop a Skyscraper fascine les Américains. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux pensent qu'il s'agit d'un photomontage réalisé en studio. Aujourd'hui, cette photo reste l'une des images les plus reproduites au monde. Corbis, avant d'être racheté par Getty Images, disait que c'était leur image la plus vendue. En tout cas, cette photo aura marqué le XXe siècle en mettant en valeur les hommes qui ont littéralement construit l'Amérique moderne, défiant la gravité pour quelques dollars par jour. On est le 14 mars 1951 dans la petite ville universitaire de Princeton dans le New Jersey et c'est un jour spécial. Aujourd'hui, Albert Einstein, le physicien le plus célèbre du monde, fête ses 72 ans. À quelques dizaines de mètres de là, Arthur Sass, 43 ans, est un photographe américain qui travaille pour l'agence United Press International, l'une des plus importantes agences de presse du monde. La fête se déroule au Princeton Club, un lieu assez fréquenté à l'époque par des universitaires et des personnalités. Einstein passe la soirée en compagnie de ses amis et collègues, notamment le scientifique Frank Heidelot, ancien directeur de l'Institut d'études avancées où travaillent Einstein et sa femme Marie.
Vers la fin de la soirée, Einstein décide de rentrer chez lui. En quittant les lieux, le prix Nobel de physique est assailli par une horde de journalistes qui l'ont suivi toute la journée. Fatigué par toute cette attention, il traverse rapidement la foule pour s'installer dans sa voiture. Il s'installe sur la banquette arrière entre ses deux amis, le docteur Heidelot et son épouse. Mais les photographes ne le lâchent pas et continuent de le mitrailler avec leurs flashs. Parmi les nombreux photographes, Arthur Sass arrive à se glisser devant la porte de la voiture et lance à Albert Einstein « Monsieur Einstein, s'il vous plaît, un dernier sourire pour votre anniversaire ». Et c'est là qu'au lieu de sourire, Albert Einstein décide de tirer la langue rapidement. Arthur Sass a eu le réflexe et la chance de capturer cet instant qu'aucun autre photographe n'a saisi. Mais l'histoire n'est pas finie. Quand Arthur Sass montre la photo à l'agence, elle fait fortement débat auprès des rédacteurs qui se demandent si c'est une bonne idée de montrer le plus grand génie du XXe siècle de cette manière. Finalement, il décide de la publier et c'est un succès immédiat. Quelques jours plus tard, le cliché recadré et centré sur le visage d'Einstein fait la une des journaux du monde entier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Einstein lui-même s'amuse du succès de la photo, il en demande d'ailleurs 9 copies pour ses amis. Aujourd'hui, cette photo est devenue un symbole de la pop culture. La photo a été reproduite et détournée des milliers de fois, parfois avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, cette photo est tellement iconique qu'en 2017, un exemplaire original signé par Einstein a été vendu aux enchères pour 125 000 $. L'argent a été remis à l'université hébraïque de Jérusalem puisque Einstein avait choisi de léguer à cette institution son patrimoine, dont ses droits à l'image. Voilà pour ces 3 histoires, j'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour savoir si ça vaut le coup d'en faire d'autres. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.